Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 minutes montre en main. Je me présente, Quentin Liénard, vous me connaissez peut-être pour la chaîne Instagram 1 minute montre en main et pour ce podcast qu'on retrouve sur YouTube ou en podcast audio, 60 minutes montre en main, le podcast qui s'intéresse à ceux qui font, à ceux qui vivent et à ceux qui font vivre l'horlogerie. Aujourd'hui, j'ai pas un, mais deux invités, c'est une première puisque je reçois les deux fondateurs de Aubert et Ramel, à savoir Thomas Aubert et Alexis Ramel-Sartori, je l'ai bien dit ? Oui. Très bien, nickel. Bonjour messieurs. Bonjour, merci de l'invitation. Comment vous allez ? Très bien. Parfait. Pour vous présenter en quelques phrases, Thomas et Alexis, vous êtes les petits derniers du monde des indépendants, on peut dire ça sans être condescendant ? Non, je pense oui. Très bien. Ça vous va ? Vous avez quoi, 24 ans ? 24 ans tous les deux. Et vous venez de lancer votre marque Aubert et Ramel et votre premier modèle, Ourea, si je prononce tout comme il faut. C'est tout bon. Alors pendant les 60 minutes qui viennent, on va voir qui vous êtes, comment vous vous êtes rencontrés, quel a été votre parcours, par quoi vous avez commencé, où vous en êtes aujourd'hui et surtout où vous allez après. Est-ce que c'est un projet qui vous convient ? Très bien. Nickel. Et ben alors, on y va, c'est parti. On va commencer par un petit portrait. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer chacun d'où vous venez, comment vous avez grandi, dans quel milieu vous avez évolué ? Ouais, je t'en prie. Alors moi, je suis né en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans en Suisse. Mon grand-père était horloger, c'est là qu'est venue la passion. Donc j'ai grandi dans une famille modeste. Mes parents sont ouvriers. J'ai vraiment rien de spécial. Mais dans ma famille, mon grand-père était horloger, rabilleur à son compte. Donc il réparait des montres pour tout type de montres pour des clients. Et il me gardait quand j'avais du temps libre après l'école. Le mercredi après-midi, il me gardait. Et en fait, c'est comme ça qu'est née la passion. Je suis allé chez lui, je saccageais des montres plutôt dans un premier temps. Et voilà. Et en fait, mes parents sont séparés. Ma maman, à l'âge de 10 ans, a déménagé en France. Et du coup, je vivais plutôt en France qu'en Suisse. Mais voilà, j'ai grandi majoritairement en Suisse, en tout cas pendant mon enfance. Et c'est comme ça que je me suis orienté après, plus tard, dans l'école de Morteau. Mais voilà, j'ai grandi, une famille plus ou moins standard, en vivant simplement. Puis en m'intéressant gentiment à l'horlogerie, au niveau comme un gamin de 8 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. Et dès 8 ans, tu t'es dit, je vais faire comme papy. Ouais, exactement. Ok. Ouais, non, c'est un peu, quand je raconte ça aux gens, c'est un peu étonnant, mais dès le début, en fait, ça me passionnait d'être à la fois très calme et concentré sur un tout petit objet mécanique. Vraiment, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et voilà, dans un premier temps, c'était vraiment pas créer ma marque, créer des modèles, fabriquer les montres. C'était vraiment genre réparer les montres. En fait, j'aimais ce côté d'avoir une loupe, d'être plongé dans un petit univers où tu fais des choses qui intriguent un peu tout le monde. Ouais, c'est ça qui m'intéressait, on va dire, quand j'étais petit. D'accord, au lieu de faire des Lego, le petit Thomas, il répare des montres, quoi. Je les démontais. Ouais. Réparer, ça vient plus tard, mais Il bidouillait des montres. Je démontais des montres à quartz, et puis je les mettais dans des bocaux en verre, comme ça. Ça me faisait une espèce de petite décoration dans ma chambre. Ok. C'est assez marrant, quoi. Mais ouais, non, c'est comme ça. Ok, et Alexis ? Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest, à côté de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Mais d'un papa suisse et d'une maman française, ils se sont rencontrés et puis ils ont décidé de faire leur vie là-bas. Et arrivé la fin de l'école obligatoire en France, donc vers 14 ans, j'avais un esprit très cartésien, tout ça, mais j'avais pas envie de poursuivre sur des études très traditionnelles et puis, très scientifiques. Et puis en fait, j'avais envie d'allier ça avec quelque chose de manuel parce que moi, je démontais pas de montres, mais des Lego à ce moment-là. Ok. Et puis je me suis dit, à côté de chez moi, il y avait un lycée de bijouterie et le travail du métal, ça me plaisait beaucoup, mais il y avait un côté justement cartésien que je retrouvais pas là-dedans. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a qui peut graviter autour de ça ? L'horlogerie. Puis j'ai découvert l'horlogerie quand il a fallu m'orienter après l'école. Et enfin après l'école obligatoire à 14 ans. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un domaine qui me plaît. Puis du coup, voilà, moi, mes parents sont pas du tout là-dedans. Ils sont architectes paysagistes, mais ils n'ont pas de lien. Et puis même mon papa, côté suisse, a aucun lien avec l'horlogerie. C'est vraiment très distant. Mais c'est un domaine qui m'a finalement très vite passionné. Et puis j'ai appris à me passionner et à connaître ça en étant dedans, en fait, en commençant les études et les stages et tout ça, quoi. J'ai finalement pas, au contraire de Thomas, j'ai pas du tout eu de naissance de la passion quand j'étais plus jeune. Ça a juste grandi au fur et à mesure que j'ai appris à découvrir ce milieu. Je me suis dit, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire différentes que, voilà, après, pareil que Thomas, finalement, quand j'ai commencé les études et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, c'était très, très vague et puis plutôt pour la réparation. Puis petit à petit, j'ai découvert la fabrication, puis l'horlogerie indépendante, puis tout ça, quoi. Enfin, ok. petit à petit, la passion est née, quoi. Et justement, vous vous êtes rencontrés au lycée, à Morteau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que ça peut intéresser les gens qui se disent pourquoi pas devenir horloger. Comment se passe le cursus ? On arrive à quel âge ? On reste combien de temps ? On apprend quoi au lycée à Morteau ? Le lycée, comment il s'appelle déjà ? Edgar Faure, c'est ça ? C'est ça. Ouais. En fait, moi, j'ai fait toute ma scolarité à Morteau.
Ok. Donc en fait, il y a 2 ans de CAP, donc c'est vraiment les bases en sortie de collège. Donc à 14 ans, on rentre. C'est 14 ans, 14 ans, on rentre du coup au lycée pour apprendre les bases de l'horlogerie. Donc vraiment, c'est même pas horloger réparateur, c'est vraiment les bases des bases, Mhm. donc qui sont en 2 ans. Et ensuite, il y a le BMA, donc en 2 ans aussi, où là, on apprend juste cette fois à être horloger réparateur et voilà, savoir faire quelques opérations sur des machines conventionnelles, mais c'est vraiment principalement l'horlogerie qu'on apprend. Et ensuite, il y a le DNMAD, donc en 3 ans après ça, donc un niveau de licence Ok. à Morteau, avant, c'est l'ancêtre du DMA que tous les grands noms de l'horlogerie ont fait, enfin tous les grands noms, beaucoup de gens de l'horlogerie ont fait le DMA à l'époque, et maintenant, depuis 3 ans, ça s'est transformé en DNMAD. Donc ils ont rajouté un an pour avoir une uniformité, je crois, nationale, je ne sais plus exactement, voilà, Ok. mais pour voilà, transformer ça en licence et pouvoir poursuivre sur des études après. Et du coup, moi, j'ai fait CAP, BMA, DNMAD à Morteau. Ok, donc ça fait 2 plus 2 plus 3, c'est ça? 7 ans? Ça fait 7 ans total. Ouais, ok. Donc on rentre à 14 ans, on en sort à 22, donc ça fait un grand gap, surtout dans une ville comme Morteau, qui est une petite ville Oui. frontalière, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ça fait un tiers de ta vie où tu as fait de l'horlogerie, quoi. Exactement, ouais. Et avec des gens, en plus, on change très peu de... Enfin, les gens de notre classe restent sensiblement les mêmes. Donc moi, il y a des gens, j'ai fait 7 ans d'études avec. Mhm, Donc ok. c'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Et du coup, il y a 2 ans de CAP, 2 ans de BMA, 3 ans de DNMAD. Il y a un plus gros brassage en DNMAD parce qu'il n'y a plus que 3 écoles en France. Ok, donc il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Exactement, Rennes, Bordeaux, Paris et Morteau. Et Ok. c'est là que du coup Alexis est arrivé parce qu'il l'a fait du coup avant. Ses études. Ouais. Bah, moi, comme j'étais dans le sud-ouest, j'ai fait l'école la plus proche pour faire les 4 premières années d'études, donc CAP et BMA, et c'était à Bordeaux. À Bordeaux, ok. Et voilà, donc moi j'ai fait les 4 ans là-bas, puis après j'ai voulu poursuivre mes études, et donc forcément, il arrive la question du choix, et j'ai postulé partout, puis j'ai choisi Morteau, c'est l'école qui, plus proche de la Suisse, plus proche du berceau de l'horlogerie, m'intéressait plus. Mais en pratique, la base technique des 4 premières années, j'avais fait la même chose globalement que Thomas. Finalement, en fonction d'où on se situe, c'est quelque chose qu'on disait un peu avant et qui est sûrement encore vrai maintenant, c'est que les écoles s'adaptent quand même un petit peu. À Paris, il y a beaucoup de restauration. À Bordeaux, c'était le cas aussi. Nous, on a fait beaucoup de travail de pendulerie. Ok. Et à Morteau, par exemple, ils ont beaucoup plus travaillé la montre, plus adapté au secteur de l'emploi mortuacien et suisse finalement. Mhm. Mais dans l'idée, le bagage technique était le même. Et donc, après les 4 premières années, moi, je me suis déplacé à Morteau et puis finir les 3 dernières années d'études, du coup, avec Thomas et puis toute la quinzaine d'élèves qu'on était en DNMIT. Et quand vous arrivez à la fin de ce cursus-là, il n'y a plus rien? C'est fini? Ou est-ce qu'on peut encore poursuivre? Ou alors après, on passe ingénieur, constructeur de mouvement ou... Bah, il y a 2 poursuites en somme, c'est soit on veut vraiment orienter, mais ça commence à être très théorique, ça. En somme, soit on veut vraiment orienter ingénieur, quelque chose comme ça, et donc là, il y a une école à Besançon en microtechnique pour faire un diplôme d'ingénieur, ou bien à Neuchâtel, à l'Arc, pour faire un diplôme d'ingénieur également. Ou alors on veut s'orienter vraiment côté restauration, mais ça, c'est encore plus niche, et à ce moment-là, on peut aller faire l'école du Louvre à Paris Ok. pour faire de la restauration, et donc c'est de la restauration généraliste, mais auquel on applique les compétences en horlogerie qu'on a déjà. Ok. Mais ça commence à être, bon, finalement, après, comme tu le disais tout à l'heure, on a déjà fait 7 ans d'études. Ouais. Il faut être motivé, avoir envie de pas commencer à travailler. Même si on commence tôt, ça fait quand même long. Surtout qu'à la fin des 7 ans, il y a des stages déjà? Oui, Ouais. oui, on a des stages chaque année. On a quasiment 6 semaines chaque année, Ok. en moyenne. Donc ouais, ça fait pas mal de stages. Ça permet de voir vraiment plein de choses différentes en horlogerie. Et puis ça C'est donne bon. le goût peut-être Voilà. de travailler, enfin Ouais. d'y aller, quoi. En de- pratique, surtout pour ceux qui ont fait 7 ans d'études, on croise tellement de professionnels pendant tous les stages que ça arrive d'avoir déjà des opportunités, finalement, des gens avec qui on a fait des stages, peut-être plusieurs fois, chez qui on est retourné, avec qui ça s'est bien passé et qui peuvent proposer moi, si tu termines tes études, tu viens travailler avec moi et c'est possible, etc. Du coup, finalement, c'est vrai que ça motive pas toujours à continuer les études, d'avoir ce genre d'opportunités qu'on se crée grâce aux stages qu'on a pendant les études. Puis vous avez fait des stages en commun, je crois, chez Luc Monet, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà copains, juste dans la même classe, ou déjà amis? Non, alors non, on n'était pas du tout amis. On se connaît. On s'est copains, quoi. On se Vouliez pas mettait vous des blairer, clous sous les voilà. pneus de voiture. Non, on a fait- mais voilà, des fois, c'est juste quelqu'un qui ont fait ses études, et puis vous êtes découvert dans le stage, j'en sais rien. Dans une classe de 15, c'est vrai qu'on se connaissait quand même assez bien. D'accord. Après, comme des camarades d'une classe de 15, mais pas plus que ça, c'est vrai que, comme disait Thomas, moi je suis arrivé au final pendant la formation et je suis plutôt solitaire, puis du coup ça fait quelque part je me suis un peu greffé à un groupe et, Mhm, et ça fait que j'avais pas la même affinité avec Thomas qu'avec certains camarades avec qui lui il avait partagé 5 ans d'études, voire plus. mhm. Et du coup c'est vrai que nous on allait en stage là-bas parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir le stage au même endroit en demandant finalement, parce que Luc Monet avait suffisamment de choses à faire avec lui pour 2 personnes. Mais en pratique, on est arrivé là-bas, on se connaissait un peu et on est reparti en ayant passé 2 mois à travailler là-bas non-stop et du coup à vraiment apprendre à se connaître et aussi apprendre à se connaître au travail. Mhm. Et je pense que pour la suite de ce qu'on a fait ensemble, ça a été vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé. C'est que finalement,
Bon, alors évidemment, on se connaissait plutôt en tant qu'amis avant de créer la boîte ensemble, mais quelque part, on a vraiment créé une relation de travail en même temps qu'une relation d'amitié. Oui, c'est pas bête ce que tu dis. Ouais. Et on s'est pas dit, c'est deux potes qui ont eu envie de lancer leur boîte ensemble. C'est deux personnes qui ont appris à travailler ensemble et qui se sont dit, bon, bah, en fait, On est peut- compatibles. Voilà. Mhm. Et ça, pour nous, et en prenant du recul maintenant, on se trouve que c'est une vraie chance parce que quelque part, on a eu l'opportunité d'expérimenter, travailler ensemble, sans les conséquences que ça a de lancer une boîte ensemble et sans Mhm. non plus mettre trop l'affect d'être potes qui lancent sa boîte ensemble, quoi. Ouais, vous avez gagné du temps finalement. Oui. Au lieu de chercher chacun de votre côté un binôme, c'était déjà tout là. Mm. Trop bien. Et il y a aussi en plus des stages, un projet de fin d'études. Donc c'est quoi ça? Chacun doit réaliser une pièce? Exactement. En fait, on a un thème artistique, un thème technique qui sont imposés chaque année. En dernière année, donc en 7e année d'horlogerie pour ceux qui ont fait le cursus en entier. Et nous, on avait aussi un parrain de promotion, donc John Michael Flo, qui est un horloger français qui fait des automates. Et en fait, Ok. on avait un thème mécanique, donc c'était construire une animation sur un garde-temps, donc que ce soit un pendule ou montre. Mhm. Et par-dessus ça, on avait un thème philosophique qu'on a dû. Enfin, c'était un thème global à toute la promotion et que nous, on donnait un axe propre à chacun qu'on avait envie de développer avec le projet. Et du coup, on a un peu moins d'un an parce qu'on arrive au mois d'octobre, parce qu'on a un stage en première année, enfin en tout début d'année. Ouais. En gros, on arrive au mois d'octobre et on repart au mois de juin avec la montre. Donc ça veut dire qu'on doit faire design, conception, mise en plan, production, décoration, assemblage, et à côté de ça, tout le dossier technique, tout le dossier artistique. En plus de ça, on a encore des cours en présentiel. Ouais, quoi. c'est ce que je veux dire. Vous avez toujours des cours ou c'est Ouais. beaucoup dédié à ça au C'est projet? axé là-dessus quand même, Mm. mais c'est vrai qu'en début d'année en particulier, on a encore des cours de gestion, des cours d'anglais, de maths. Après, très vite, justement, ces cours sont axés là-dessus, voire sont plus ou moins supprimés ou permissifs par rapport au fait qu'on est là pour faire ça et que c'est la finalité. Mais reste quand même que les cours sont dirigés vers là-dessus, mais reste quand même des cours qui prennent du temps. Bon, c'est un volume horaire qui est peut-être de 10 heures, 15 heures par semaine, c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que ouais, ça prend du temps et c'est une année vraiment éprouvante qui est hyper chouette pour se mettre un peu dans le défi de devoir travailler énormément et avoir, comme disait, un début et un début, une fin qui sont datés, et puis du coup, il n'y a pas le choix que de faire rentrer là-dedans. Mhm. Après, en pratique, c'est très éprouvant. Les deux, je sais pas si c'est une année qu'on revivra avec plaisir. Après, ça nous a apporté beaucoup de choses, mais rétrospectivement, les deux, on se souvient de périodes assez. Enfin, où on se réveille à 6 heures, on se couche à 23 heures, et puis entre-temps, c'est que du boulot, et puis voilà, on s'arrête pas, et ça permet de beaucoup progresser, mais c'est aussi très éprouvant, quoi. J'imagine qu'il y a un attachement tout particulier à la pièce qui est accouchée au bout de ces 9 mois de travail. Quand même, il y a une saveur vraiment de finalité de finir ses études, surtout après 7 ans. En fait, on arrive au bout, on a enfin quelque chose qu'on peut montrer et qui est preuve un peu de notre savoir-faire quelque part aussi. Et c'est un truc très personnel parce que ce qu'on dit tout le temps, c'est la dernière opportunité aussi pour faire un garde-temps qui ne sera pas jamais destiné à la vente. Ok. Et ça veut dire que créativement, ça c'est ultra intéressant. C'est qu'en fait, on arrive à quasiment avec une page blanche au début du projet. On a des thèmes, mais quasiment une page blanche. Et à la fin, il doit être ni commercialisable. En fait, il est juste là pour remplir un cahier des charges pour l'école. Et ça, c'est très rapidement fait, quoi. Donc Mhm. finalement, c'est vraiment juste ce qu'on a envie de faire et notre personnalité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce projet-là. C'est que, bon, alors, mine de rien, le fait que les timelines sont très courtes, en fait, ça inflige des fois ça implique de faire des sacrifices, compromis, ouais. des sacrifices. Et des fois, quand on est trop avancé dans le processus de création, on se dit, j'aurais peut-être dû faire ce choix-là au début et on peut pas revenir en arrière. Donc, bon, voilà, ça a plein de défauts, mais au moins, c'est assez pur la façon dont on crée et dont on imagine la pièce, en tout cas. Vous êtes complètement autonome ou il y a quand même un coup de main des professeurs et puis des professionnels que vous croisez? Ils viennent quand même vous conseiller, vous dire attention, là tu vas dans le mur ou, Non, on est quand même bien entouré. Ouais, vous êtes On a John, qui est notre parrain, qui Mhm. est venu plusieurs fois au lycée nous faire des après-midi revues de projet, comme ils appelaient ça. Ok. Nous, professeurs aussi, dès qu'on a besoin d'un quelque chose, on va vers eux. Après, c'est quand même une année qui est en autonomie. Globalement, si on n'a pas besoin ou pas envie d'avoir de l'aide, on n'en a pas. Et ça, c'est un peu un accord tacite entre les profs. Globalement, si on ne va pas chercher leur savoir-faire, ils ne viendront pas nous le donner. C'est comme ça. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des élèves qui aiment bien travailler très seuls et avancer un peu la tête dans le guidon, et d'autres personnes qui aiment bien vraiment être assurées par les profs. Donc pour ça, c'est assez agréable, quoi. Finalement, cette année-là, les profs sont un peu consultants en somme. C'est-à-dire que nous, on vient en cours de conception, de design et d'atelier. Et ils sont là si on a besoin d'eux. Si on a un conseil, j'ai telle problématique, est-ce que vous pourrez me donner un conseil? Après, en pratique, si on n'a pas de problématique et juste qu'on avance et qu'on fait notre petit bonhomme de chemin, on avance, c'est tout. Et puis on peut très bien passer 2 mois à venir en cours, bosser dans son coin. Ok. Ou bien toutes les semaines poser une question parce que toutes les semaines, on a un souci sur lequel on n'a pas de solution.
Ok. Alors, vous disiez tout à l'heure que pendant les stages, il y a déjà des marques qui vous proposent du job. J'ai entendu dire qu'il y a aussi des collectionneurs maintenant, fans d'indépendants, qui viennent regarder ces projets de fin d'études. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se disent, là, sur lui, je vais miser dessus parce que je pense que dans quelques années, il va me sortir une dinguerie. Ça arrive déjà? Vous avez déjà eu ça? Des gens qui viennent dans le lycée pour... des collectionneurs pour regarder un peu ce qui se fait? Alors, dans le lycée, à proprement parler, pas forcément, mais qui gravitent autour des élèves de dernière année, beaucoup quand même. Nous-mêmes, quand on était en stage chez Luc, il y a des gens qui passent à l'atelier, rendent visite à Luc, des gens qui achètent pas mal de montres ou qui sont Mhm. collectionneurs. Et c'est vrai que déjà, on a déjà fait quelques bricoles à l'atelier. Quand on est étudiant, des petites montres et tout ça, ils sont déjà là. Bon, si vous le vendez, moi, je veux volontiers vous le racheter. Ouais. Et les collectionneurs savent que les étudiants qui sortent de Morteau sont des potentiels futurs indépendants. Ils tournent déjà autour. Et, voilà, globalement, la pièce de troisième année, de dernière année, du coup, il y a quand Mhm. même pas mal de clients qui cherchent à l'acheter. Ouais. Pas mal de collectionneurs qui cherchent à l'acheter souvent. Après, ça reste encore un peu timide, quoi. C'est vraiment des puristes, quoi. Ouais, c'est des gens qui ont déjà une belle collection et qui cherchent C'est ça. la niche. Ok. Mais cette pièce, elle peut aussi amener à de grandes choses. Oui, Hein, Thomas, je crois que tu as eu pas mal de Mm. succès avec ta pièce qui s'appelait Séléné. c'est ça. Du coup, mon troisième année, j'ai décidé de... En fait, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui se porte. Et le thème, faire une animation sur un garde-temps, avec en plus de ça, nous, on avait comme contrainte de réutiliser on va dire, soit entièrement, soit en partie, un mouvement ETA Unitas 6497. Ok. Et du coup, en partant de ce principe-là, je savais que je n'allais pas réussir à faire quelque chose qui rentrait bien dans une boîte montre, bracelet, poignet classique. Ok. Mais je voulais quand même quelque chose qui se porte. Donc en fait, j'ai vraiment creusé ce sujet-là, c'est comment, quelque part, trouver une force pour animer quelque chose dans ma montre. Parce qu'au final, on va dire le premier truc à trouver, c'est une force pour pouvoir faire bouger quelque chose. Mhm. Et comment je pouvais trouver une force dans cette montre pour pouvoir faire bouger quelque chose, peu importe ce que je veux faire bouger. Et en fait, je me suis rendu compte que le cliquet, donc le ressort, la pièce qui est en rotation qui permet d'éviter que le ressort de la montre se désarme, Mhm. en fait, libère une force toujours dans le vide pour éviter que le ressort soit trop tendu et provoque des défauts de réglage. Et en fait, moi, j'ai récupéré cette force-là pour l'administrer dans un système mécanique qui font bouger des étoiles filantes. Et en fait, ça m'a permis, on va dire, en économisant le maximum d'épaisseur possible et le maximum de place possible, à faire une montre bracelet qui soit un minimum portable. Alors, ça reste quand même assez gros parce que c'est un mouvement gros à la base et qui puisse se porter. Et j'ai fait le choix de refabriquer tout le mouvement. Donc, pompe, platine à la main. Les rouages, il y a une partie que j'ai refait moi-même. J'ai refait le balancier. Enfin, le balancier, j'ai récupéré un balancier existant, mais fait le montage d'une courbe Breguet. Voilà, je me suis amusé vraiment créativement. Je voulais faire quelque chose de simple. Finalement, il n'y a pas tant de pièces que ça, mais d'aller vraiment au bout des choses, faire plaisir un petit peu. Je me suis dit, c'est ma dernière montre. J'ai pas besoin de faire une boîte trop standard. Je fais une boîte avec un ajourage un peu bizarre pour le bracelet. Vraiment, je me suis dit, je me fais plaisir, quoi. À ce moment-là, on avait déjà, avec Alexis, chacun un atelier. Donc, c'était vraiment... Moi, j'avais aménagé ça dans la cave de mes grands-parents. On avait fait un été, on avait fait une chape... dans la cave, on avait monté les machines et mon papier avait déjà le triphasé, donc j'ai pu brancher les machines avec... voilà, j'ai super froid l'hiver, hein. Ouais. Mais c'était le début de quelque chose, quoi. On a acheté des machines sur notre temps libre avec nos économies, et puis du coup, en troisième année, j'étais assez autonome, et ça nous a permis de... Enfin, du coup, moi, dans mon projet, ça m'a permis de tout faire un petit peu dans ma bulle, le week-end, les jours fériés, le soir. Ok. Et Ouais. des fois, je n'allais pas en cours pour pouvoir bosser dans cet atelier, et en fait, ça m'a permis de tout faire les choses comme je l'imaginais, comme j'avais envie. Dans ma tête, c'était un projet école, c'est aussi là pour apprendre. On est là pour présenter un produit, mais le but, c'est pas trop le produit à la fin, c'est aussi toute la démarche qu'il y aura Ouais. dedans. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire des choses jusqu'au bout. Donc faire ma platine à la main, avec ma pointeuse et mon tour, faire les ponts à la main aussi. Il y a pas mal de pièces qui ont été faites de façon conventionnelle, alors qu'au lycée, on a le droit à la commande numérique, au Ok, laser, à toutes des technologies quand même qui sont assez agréables en tant qu'étudiant. Mais moi, j'avais vraiment, je sais pas, c'était un peu un truc. Rétrospectivement, je sais pas si c'est le plus intelligent, mais en tout cas, je sais pas, j'avais envie d'avancer là-dedans et de me dire, qu'est-ce que ça fait de faire une montre à la main? C'est quoi les contraintes? Je sais pas, je me suis amusé à faire ça, quoi. Mais tu as eu plutôt du succès puisque tu as remporté un prix. Exactement, ouais, le prix Journe en 2024, donc, qui a changé notre vie, quoi, quelque part. Parce qu'on a dit, le jour où j'ai gagné le prix, on a dit que ça allait changer notre vie, puis ça l'a un peu changé quand même, parce que... Parce qu'il y a une bourse, il y a 50 000 francs qui viennent avec. Exactement, et à côté de ça, 50 000 francs, ça paraît énorme quand on est étudiant ou quand on lance sa boîte.
Après, quand on commence à grossir un petit peu ou à devoir Acheter des matières. acheter des matières, lancer des productions de boîtes ou que ce soit, finalement, c'est pas tant que ça, mais c'est juste la renommée à côté, quoi. Ouais, la visibilité. François-Paul Journe, maintenant, c'est un des plus gros indépendants qui a le plus de renommée et qui a des collectionneurs qui sont vraiment impliqués dans la marque. Et du coup, d'avoir le cachet FP Journe sur son nom, et ça nous a vraiment beaucoup profité, quoi. Et la montre, tu l'as vendue alors? Non, je l'ai gardée, elle est au coffre. Elle marche plus très bien maintenant même. Ah ouais? Parce que comme elle Ah bah tourne bravo. pas du tout, comme elle tourne pas du tout, et puis que je la mets pas forcément parce que bon, là c'est un prototype. Mhm. Il faudrait que je lui fasse un service pour qu'elle fonctionne un peu mieux, mais Il faudrait que tu trouves un horloger qui sache faire ça, c'est compliqué. c'est Ouais. pas facile de jour. Ok, et est-ce que vous arrivez à estimer chacun le nombre d'heures de travail sur votre pièce de fin d'études? Je sais pas, 1000, je sais pas. Ouais, même plus, je pense. Plus, je sais pas, ouais. Ouais. Je pense entre 1000 et 3000 heures, je pense, de travail. Il y a bien 3 mois de conception à 40 heures semaine. Il y a bien, je sais pas, 400 heures de conception, 300 heures de design. Peut-être plus que 1000. 300 heures de design, ça veut dire que là on est à... Ça, après, c'est souvent couplé avec la conception finalement, donc c'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais en pratique, il y a beaucoup de recherches, de tests, de versions qui vont pas. Si on voyait les premiers rendus des projets qu'on a fait en études, ça ressemble pas à ce qui a été fini, quoi. Ça n'a rien à voir avec la fin. Ouais. Ouais. Non. Ah, on en a un niveau de détail, j'imagine, où tout est pesé, sous-pesé, calculé. En pratique, oui et non, parce qu'en même temps, pendant le projet de fin d'études, un peu comme disait Thomas, au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé d'avancer et de se dire, en décembre, si je commence pas à fabriquer mes pièces, j'aurais pas fini de les fabriquer en mars et du coup, j'aurais pas commencé à les décorer, ainsi de suite. Mhm. Du coup, il y a aussi une partie de, à chaque fois qu'on a fini une étape, on se dit, tel détail, j'aurais pu faire mieux, mais il faut que j'avance. Ok. Mais bon, c'est intéressant aussi, mais on pousse quand même tout le plus loin qu'on peut. Mais il y a forcément une deadline qui est, en juin, il faut que ça soit rendu parce que c'est la fin du diplôme et ça contraint forcément à faire des choix. Ok, et donc, avec ce stempel de FP Journe, la bourse, la fin des études, l'expérience que vous avez eue dans ce projet de fin d'études, vous décidez de vous lancer ensemble et de devenir des horlogers indépendants tout de suite? Alors, pour faire retracer l'histoire un peu plus tôt, donc en fait, quand on était en stage chez Luc Monet, tous les deux, donc bon, il faut savoir, quand Luc il s'entend très bien avec les stagiaires, il laisse les clés de l'atelier, et en fait, lui, il vient faire ses horaires qu'il a envie, et puis nous, en fait, on vient plus tôt, on vient plus tard, le week-end, les jours fériés, en fait, on vient quand on veut et on bosse, donc on a vraiment bossé énormément, et je pense que Luc l'avait vu et avait assez confiance en nous. Et en fait, parallèlement à ça, du coup, il y avait Simon qui est en train de lancer, donc Simon Brett, qui est en train de lancer son projet, qui était, je sais plus exactement quel. Je crois qu'il faisait un peu, il avait déjà quitté MBNF, mais après, je sais pas exactement où il en était du point de vue de son projet à lui. Je crois qu'il avait déjà vendu quelques pièces. Il était en tout cas, il n'y avait pas de prototype, ça c'est sûr. Il était peut-être en phase de rendu ou de finalisation de design. Et il appelait Luc, je sais pas exactement pour quelle raison, mais il a dit moi l'année prochaine j'aurais besoin d'avoir des gens chez moi pour pouvoir faire de la décoration, de la prototypie, ce genre de choses. Est-ce que tu connais pas des gens qui pourraient être là-dedans? Puis Luc il dit attends voir, j'ai 2 jeunes chez moi qui pourraient t'intéresser. C'est vraiment des gens motivés, tout ça. Et en fait lui il est de Clermont-Ferrand, puis je crois qu'il était de passage dans sa famille à Clermont-Ferrand. Et puis Luc, il est à 2 heures de Clermont-Ferrand, quelque chose comme ça, 1h30 Clermont-Ferrand. Ok. Et il s'est dit, je fais le détour, je vais les rencontrer, quoi. Puis pour la petite anecdote, il devait venir à 8h. Donc moi, je prenais tous les matins, parce que j'étais dans un village juste avant Alexis. Je prenais Alexis en voiture le matin, et ensuite j'allais à l'atelier de Luc. Et enfin, on allait tous les deux à l'atelier de Luc. Et le matin où Simon arrivait à 8h, en fait, Alexis s'est pas réveillé. Ah, évidemment, c'est Et en Alexis. C'est l'histoire, moi, je peux rien dire. J'étais devant son hébergement, je l'appelais, il répondait pas. Bon, à un moment, j'ai dû prendre ma voiture. Allez, en plus, j'avais pas les clés d'atelier, Oui, c'est moi qui Alexis les qui les avait. Ah, super. Du coup, j'ai accueilli Simon parce qu'en fait, Luc, il est dans un bâtiment, il y a plusieurs professions dedans, où il y a aussi des architectes en bas. Ok. Donc, j'étais dans la cafétéria du bas, et donc j'ai accueilli Simon comme je pouvais. Donc avec les moyens du bord, j'essayais d'atteindre Alexis, j'arrivais pas. Puis pour finir, Alexis s'est réveillé, il est venu en stop. Oh punaise, ah ouais. Moi, mon téléphone n'avait plus de batterie, donc il a pas sonné. Ok, Et puis, ouais. du coup, je me réveillais, j'étais oh là là là. Et puis mauvais jour, quoi. Et en plus, Luc nous avait dit il y a quelqu'un qui vient vous rencontrer, mais pas plus que ça, quoi. Je me suis juste dit je vais avoir l'air un peu bête parce que j'arrive en retard, mais on se rendait pas compte de l'opportunité que c'était. Oui, parce qu'il avait encore rien sorti, Simon. Mais Oui, il puis après- on n'avait même pas eu le détail tellement Luc nous avait dit il y a quelqu'un qui vient vous rencontrer, je sais même pas s'il nous avait dit qu'il créait sa marque exactement le détail, donc voilà. Et puis c'est vrai que moi j'arrête une voiture en disant non mais je suis vraiment en retard pour le travail, est-ce que vous pouvez me pousser? Et puis c'était à 5 minutes, mais bon sinon c'était compliqué. Puis du coup on est arrivé, on a bien discuté avec Simon, c'était vachement chouette, et il nous a dit voilà, moi j'ai encore rien acté, et puis évidemment il nous restait encore 1 an d'études, Mhm. mais si vous voulez faire quelque chose à la sortie de l'école, si vous cherchez du boulot quoi que ce soit, moi je pourrais être intéressé par vos profils, de ce que Luc m'a dit.
Mais bon, voilà, il y avait forcément, c'était très juste de la discussion parce que Ok, nous, ouais. il nous restait un an d'études. Simon, ça a été dans un an, donc il avait encore le temps de beaucoup évoluer. Et puis, donc, nous, on est, voilà, en parallèle de ça aussi, pendant le stage, c'était un peu une blague de dire, bon, ben voilà, les deux, on bosse bien, on pourrait monter un atelier ensemble. Et puis, voilà, on ferait un pôle avec plein d'horlogers. Au milieu, il y aurait un espace cantine. Et puis, je sais pas, enfin, bref, il y avait eu un peu une blague de dire qu'on pourrait faire un atelier ensemble, mais rien de très concret aussi. Et puis, bon, l'opportunité de Simon, finalement, c'était plus, bon, ben venez travailler pour moi et à Genève. Ah oui, il voulait vous embaucher Bah, directement c'est comme dans ça sa qu'il a, structure, quoi. c'était comme ça qu'il l'a présenté. Après, en pratique, il y avait, voilà, comme dit, il y avait pas rien de très concret à ce moment-là parce que c'était un an à l'avance, donc Mhm. on savait pas chacun où on serait dans un an plus tard. Et du coup, en revenant de vacances d'été, etc., on a fini par reprendre contact avec Simon, qui nous a dit qu'il pouvait être toujours intéressé. Puis nous, on lui a dit, bon, ben, on réfléchit. Les deux, avec Thomas, on était assez d'accord sans se concerter de dire que, bon, ben, nous, Genève, ça ne nous tentait pas spécialement de se déplacer là-bas. On était les deux installés vers Morteau, côté Chaux-de-Fonds, etc. Ça nous plaisait bien, on n'avait pas trop envie de bouger. Et puis au fur et à mesure, Simon nous dit, bon après, si vous voulez vraiment pas bouger, moi, bah, montez votre boîte, je peux vous motiver, j'ai du boulot. Si vous venez pas le faire chez moi, faites-le pour vous dans votre boîte, quoi. Mhm. En sous-traitant, quoi. Voilà, en Mm. sous-traitant, ça sera quelque chose qui est faisable. Et puis donc on s'est dit, bon, bah, ça pourrait être une opportunité. Entre-temps, on a eu la chance, on a eu 2, 3 autres contacts avec d'autres entreprises. Thomas avait été contacté par une entreprise en Suisse qui finalement a fini par avoir la même démarche, nous dire, bon, bah, en fait, si vous voulez pas venir travailler en interne, on peut aussi vous donner du travail en sous-traitant, c'est quelque chose qui est envisageable. Et une fois, en allant discuter avec ces gens-là, on revient du rendez-vous et puis globalement, ils nous ont dit bon, quelle pièce vous pouvez nous faire pour quand quoi. Enfin, alors qu'on était encore à l'école, on avait quasiment fait Ah un ouais. mois d'excuses. Et donc, en somme, à ce moment-là, en fait, c'était bien avant la fin des études, enfin la fin des projets de fin d'études. On s'était déjà dit bon, bah, il y a quelque chose qui est faisable. Et à ce moment-là, on s'est dit bon, bah, en fait, on tente. On allait, comme disait Thomas, on a les deux un petit atelier. Bon, bah, on réunit ça, on fait les petits ateliers et puis on tente. On fera des pièces pour qui peut. On essaie de se débrouiller comme on peut. On commence, on n'a pas grand-chose, mais on prend pas de risque. En fait, on est les deux étudiants, on vit au crochet de nos parents. S'ils sont d'accord avec nous. Ben, on fera tenir ça à 3, 4 mois de plus, le temps de voir si c'est viable. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'investir 50 000 francs dans du matériel, on l'a déjà. Mhm. Et du coup, on a tenté, quoi. Et du coup, on a commencé en travaillant, en faisant des pièces un petit peu pour Simon, pour une ou deux autres personnes en Suisse avec qui on avait contact, aussi via Luc, qui nous transmettait du monde. Et donc, avant même le concours et avant l'idée de faire une montre ou quoi que ce soit, ben, on a commencé à faire de la sous-traitance comme ça, donc la décoration de composants et de la fabrication de pièces pour des prototypes. Des pignons, des roues, ce genre de choses, pendant toute petite quantité, et puis souvent avec des exigences de qualité assez élevées. Ok, mais là, vous aviez déjà monté une structure ou c'était un petit peu... Bah, c'était ordonné. Non, c'était Non. ordonné, mais alors en Oh. pratique, même pour dire comme les choses se sont faites dans le temps, c'est qu'avec Thomas, au début, on s'imaginait pas monter une société ensemble et on voulait faire au plus simple pour pas s'engager l'un envers l'autre parce on est assez prudent, peut-être trop, mais du coup, on voulait pas prendre de risque à créer quelque chose ensemble. Et donc, en fait, on avait créé 2 sortes de structures indépendantes, chacun de notre côté, et c'était une colocation d'entreprise, en fait. Ok. Donc, c'était chacun son tour, on facturait en fonction de qui venait, de qui est-ce qui faisait quoi. Et finalement, c'était juste, on travaillait ensemble, mais dans le même bâtiment, mais chacun avait, en grossissant le trait, chacun avait ses clients, chacun avait ses contrats. Ouais, vous avez mutualisé les machines, quoi, Voilà, finalement. dans et l'idée, puis, c'était ça. les Voilà, locaux. c'était Ok. se dire, bon, bah, au lieu de faire chacun la même chose à 5 km l'un de l'autre, on trouve des locaux en commun, ça a que des avantages. Mhm. Et le temps allant, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont fait que on s'est senti assez vite de se dire, bon, bah, en fait, on pourrait concrétiser ça de façon plus concrète et prendre des engagements l'un envers l'autre et envers une structure commune avec le temps. Mais au début, c'était pas du tout le cas et ça s'est vraiment fait petit à petit, quoi. Et alors, vous avez monté une boîte ensemble après? Oui, c'est ça. Les Ouais. petits ateliers? Bah, Euh, Non, les petits ateliers, ça a n'a jamais été. existé. Les petits ateliers, c'est juste le nom De la page Insta ouais, ou- voilà, et Ouais. du local, mais il n'y a rien de. Ah, d'accord. Ça n'existe Il n'y a pas. pas de structure qui Non, s'appelle comme ça. c'est pas officiel en fait. Ah, donc tout de suite après, c'est devenu Aubert et Ramel. Bah, c'est devenu Aubert et Ramel uniquement ensuite. Donc en fait, pour faire la timeline, ensuite, donc ça c'était en juin 2023. Et donc 6 mois plus tard, donc là, et en parallèle de ça, on a commencé aussi durant les pauses, tout ça, pour venir sur la suite peut-être à dessiner, etc. Mais 6, 8 mois plus tard, bah, en avril, Thomas a gagné le concours. Et donc là, ça a mis un vrai boost pour la création pour la suite qui est venue après. Donc ça vous apporte plus de sous-traitance? Il y a plus de gens qui ont dit... Non, mais la visibilité auprès des collectionneurs, en fait. C'est à ce moment-là, justement, comme disait Thomas, que on se rend compte que bon, ben voilà, Thomas a gagné 50 000 francs, mais c'est déjà spécial parce que c'est Thomas qui gagne, pas moi. Et assez logiquement, ben, il faut répartir ça, voir comment est-ce qu'on gère ça à deux. Parce que jusqu'à maintenant, c'était 50-50 et comment est-ce qu'on fait pour évoluer avec ça. Mhm. Mais en parallèle de ça aussi, il y a beaucoup de visibilité. Et cette visibilité-là, elle nous dit, bon ben voilà, il y a des gens qui sont intéressés par le monde de Thomas, qui sont intéressés par ce qu'il fait, parfois par ce qu'on fait, même ils arrivent à relier les choses. Et du coup, on se dit, comment est-ce qu'on pourrait concrétiser ça et à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui naît vraiment de se dire, on va faire quelque chose ensemble. Mais Avant ça, on a fait quand même une bonne année de sous-traitance. Mhm. En fait, le concours arrive au mois d'avril. En fait, on a passé nos oraux, je dirais comme quelque chose genre 1er juin. Et genre le 6 juin, on a aménagé dans notre local. Genre Ok. vraiment 4 jours après, on a Ok. eu 4 jours de battement. Ensuite, on a aménagé dans notre premier local en France, Ok. qui était vraiment pas très loin, qui ressemblait un peu à un garage. On avait une grande porte vitrée au bout. Ok. C'était un petit peu vraiment long. On avait vraiment genre
quasiment pas de matos qu'on avait acheté un peu pendant les études, mais c'était pour faire un peu joujou dans notre cave, quoi. Ok. Et en fait, bon, pour remettre un peu de contexte, on n'a jamais trop été attiré dans un premier temps par l'entrepreneuriat. En fait, on s'est mis à notre compte par opportunité parce que ça s'est fait, mais parce que surtout, en fait, ça nous permettait d'être très libres. Et en fait, ça nous permettait de faire ce qu'on voulait, donc en termes de contrat, de sous-traitance. Donc, si on avait envie de faire de la déco ou de la fabrication, on était très, très libre. C'est vraiment ça qui nous a motivés à lancer notre boîte. Et géographiquement aussi, parce que j'imagine que vous avez eu des appels de belles marques, de belles maisons en Suisse. Et Exactement. ouais. Exactement. On avait l'opportunité d'aller pouvoir travailler. Et franchement, ça aurait été aussi une super école d'aller faire un an, 2 ans, enfin, former dans une grande marque, quoi. Ou en Allemagne. Mais quand on est sorti de l'école, on s'est dit, bon, bah, maintenant, juste un petit peu avant, parce comme je disais, on est sorti de l'école le 1er juin, le 6 juin, on poussait les machines. Donc, c'était de se dire, bon, ben, maintenant, on a l'opportunité de lancer notre marque, notre boîte, mais on fait ça de manière vraiment un peu en sous-marin, en toute petite structure, donc avec des micro-entreprises, avec juste les machines qu'on a, parce qu'en fait, bon, bah, nous, on a juste envie de se faire kiffer, et si on a envie, au bout d'un an, faire un 50%, parce qu'en fait, on a envie de prendre du temps pour voyager, ou je sais pas quoi, en fait, c'était vraiment de se dire... Pas être prisonnier, quoi. Exactement. Alexis, sa copine, était encore dans le sud de la France, Ok. et du coup, en fait, même Alexis n'était pas forcément fermé à l'idée de se dire qu'un jour, il ne retournerait pas ailleurs, quoi, ou qu'il allait bouger avec elle cette fois. Et puis moi, peut-être pareil, peut-être un jour fermer la boîte, aller travailler un petit peu au chaud, quelque part. Enfin, c'était vraiment pas un but ultime en soi d'être à notre compte, quoi. Est-ce que vous ennuyez pas un peu parce que vous faites quoi en sous-traitance? Vous faites juste des pièces? Vous faites pour Simon, vous faisiez quoi, les rochers? Ouais. On faisait la décoration. Ouais, Donc ok. polissage de la goutte, colimaçonnage, denture. C'était très très formateur, ça. Ok. En fait, c'est lui qui nous a... Ouais. Mais c'est un peu répétitif, non? C'est pas. Si, Ça va, c'est quand même 2-3 heures de déco par pièce. Ok. il y en a juste par montre. Et il y en a 2 par montre, plus la roue de couronne. Donc forcément, c'est un peu répétitif dans le temps, mais c'est pas 8 une heures étape, par jour non, à faire. c'est pas une étape de 10 secondes. Et c'était vraiment très formateur parce qu'en fait, Luc en avait fait quelques-unes de pièces pour les prototypes et pour peut-être les 10 premières montres livrées, je sais pas exactement. Mais... Et ensuite, il nous a transmis du coup le savoir-faire. Et sauf qu'il avait mis en place le savoir-faire pour quelques pièces. Et nous, on a dû le mettre en place pour en se faire 100, 200 par an ou tous les 2 ans. Ok. Et du coup, on a dû vraiment reprendre un petit peu de zéro. Et en fait, on était dans notre cahute un peu à devoir trouver des techniques avec quasiment pas de machine parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent au départ, quoi. Pour optimiser un peu. Pour optimiser et puis sortir de la qualité irréprochable, quoi. Donc, sans rail, on allait chercher les tout petits défauts. Et justement, ça, il y a du rebut un peu ou... Ah oui. Un petit, oui. Ouais. Bah, en pratique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes aussi où on avance, on recule, parce que bon, bah, on arrive à la fin, on se rend compte qu'il y a une raye et puis elle est plus profonde que ce qu'on pensait. Du coup, bah, il faut recommencer au début parce qu'on n'arrivera pas à la rattraper avec des pattes de finition. Enfin, ouais, c'est vraiment beaucoup de temps. En pratique, sur les pièces, comme je disais, il y a peut-être 3 heures de temps de travail. Et sur les 3 heures, il y a 1 heure de nettoyage, d'observation, juste pour regarder tes pièces, pour pas trouver de défauts. Et puis au bout de chaque étape, il y a peut-être 5 minutes d'observation. Puis parfois, au bout de 5 minutes d'observation de la dernière étape, on voit la raye. Et la raye, elle est critique. Et du coup, on doit recommencer. Ok. Donc c'est c'est très critique. Et puis et ça, c'est vraiment d'un point de vue esthétique. Et en parallèle de ça, on faisait aussi des composants plus techniques, des roues, des pignons, ce genre de choses, avec une approche beaucoup plus cartésienne finalement. Et qui était très formatrice aussi, plus pour du prototype, ce genre de choses. Et... Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Autant on peut voir l'intérêt d'une déco à la main ultra précise, autant pour une roue qu'on va pas voir spécialement. C'était plus pour du prototype qu'on vous approchait, ouais. Non, ou de la montre aussi très haut de gamme. Voilà. La montre haut de où gamme. vraiment chaque pièce, même les roues sont... Exactement. Des tout petites quantités, finalement, quand on lance une commande numérique pour 10 pièces, c'est très rarement rentable. Ok, ouais. Et de lancer un micromécanicien, ou comme nous, horloger micromécanicien, sur un tour pendant une journée, 2 journées, ben, des fois, la pièce, elle va coûter beaucoup plus cher à l'unité. Mais sauf que la différence, c'est que si on n'a besoin que de 10, ben, ça ne sert à rien d'en commander 1000. Du coup, en fait, on était approché par soit des marques qui voulaient faire tout à la main et mettre le tampon handmade sur leurs produits, où là, bah, nous, on faisait tout à la main, donc on avait quelque chose à voir là-dessus. Ou alors des gens qui avaient besoin de pièces de façon très réactive, où là, comme on les faisait à la main, on pouvait être très réactif sur la fabrication, la décoration et puis la livraison des pièces. Ou alors des gens vraiment qui font juste des tout petites quantités et puis qui avaient besoin de pièces un petit peu dans des délais aussi assez courts, quoi. Ok. Et donc, pendant ce temps, pendant que vous êtes en train de travailler sur vos pièces pendant des heures, dans un petit coin de votre tête, il y a l'idée de faire votre propre montre. Dans un premier temps, c'était Non. vraiment beaucoup plus archaïque. Ouais. Bah, en fait aussi, à la fin du projet 3e année,
c'est pas du tout un dégoût parce que le mot est beaucoup trop fort, mais bon, on a passé 8 mois à faire un projet de A à Z où chaque étape, quand on a terminé, on se dit, bon, je suis content de ce que j'ai fait, mais je vois tellement comment j'aurais pu faire mieux qu'en fait, on finit le projet en se disant, bon, en fait, il y a une sorte de trop-plein, quoi. On a tellement passé l'année à faire ça non-stop qu'on n'avait pas envie de se dire, bon, maintenant, on se remet dans un projet design, conception, fabrication, tout ça. Et du coup, au début, c'était pas du tout la volonté parce qu'on avait envie de se dire, bon, on va faire quelque chose de plus simple, des process un peu plus. A, on reçoit un plan, B, on fait la pièce, C, on la livre, et puis c'est tout, quoi. Okay. Et donc, au début, c'est vrai que la création, c'était pas du tout un point, et encore moins à deux, parce on se projetait peut-être pas sur ce que ça pouvait être créé à deux. Enfin, bref. Du coup, au tout début, c'était vraiment juste la sous-traitance, puis quelque part, un moyen aussi de s'échapper des projets qui nous avaient pris la tête pendant un an et dans lesquels on n'avait pas envie de se replonger de sitôt, quoi. Et de se former aussi, quelque part. Parce qu'on sortait de l'école, on avait 22 ans, on avait envie de fabriquer des pièces à la main, de faire des décorations à la main. Et en fait, en sortie de l'école, on nous apprend à faire un peu du bricolage, quelque part, parce qu'on fait toujours des composants pour une pièce qu'on ne va jamais vendre à un client. Donc, en fait, vraiment, on avait un peu appris chez Luc. En fait, ça nous a permis de s'auto-former quelque part. Et ça, être à deux, c'était ultra bénéfique, quoi, parce qu'on pouvait montrer notre pièce à l'autre. Essaye ça, machin. En fait, c'est tellement des procédés artisanaux que finalement, il n'y a pas de tuto sur YouTube, quoi. Il n'y a pas de tuto sur YouTube comment tourner un axe, quoi. Et pourquoi vous le faites pas, vous, là On pourrait, mais... On attend. Non, et puis en pratique de ça permet d'élever son niveau en termes de qualité et aussi d'ouvrir ses possibilités, c'est-à-dire le champ des possibles de qu'est-ce qui est faisable ou pas. On reçoit un plan d'une manufacture qui a besoin de telle pièce pour dans 3 jours. Bon, alors on peut dire non, mais si on dit oui, il faut trouver des solutions pour le faire. Et des fois, c'était des formes de pièces qu'on n'aurait jamais dessinées, des types de pièces un pignon avec 2 dentures différentes, enfin peu importe quoi, mais disons que du coup, techniquement, ça permet aussi de se dire, à l'avenir, en fait, cette pièce-là que j'aurais jamais imaginé dessiner parce que je la trouve beaucoup trop complexe à faire, en fait, finalement, on y arrivait. Je sais la faire. Et voilà, où c'est faisable, où cette écorce-là, elle est très fine, mais ça tient, enfin bref. Et du coup, ça nous a aussi beaucoup permis pour la création par la suite, d'avoir ouvert le champ des possibles, d'avoir élevé notre niveau, que ce soit en termes de capacité de conception comme de fabrication. Ok. Bon, on va y venir quand même, Et du coup, à la fabrication de votre montre ensemble. Il y a un jour où vous dites, bon, allez, on y va ? Non, c'était... non, mais... C'était plutôt... En fait, on se rapprochait de l'hiver, on va dire notre premier hiver en tant qu'indépendant. Et en fait, on passait beaucoup de temps à l'atelier. Et parce qu'on aimait que ça, on n'avait rien en dehors à ce moment-là. On venait de sortir des études. Et on s'est dit, nous, on a bien envie de faire un peu des pièces cet hiver pour pouvoir s'amuser à pas seulement la fabriquer, mais aussi la dessiner, puis la faire, la décorer et l'assembler quelque part. Okay. Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on récupère pas un vieux mouvement, on fait un peu quelque chose pour nous, on en fait 2 prototypes, on en vend quelques-unes, mais voilà, on fait ça de façon vraiment assez petit, on fait ça le projet va durer 1 an et demi, on va faire ça sur un peu notre temps libre. Vous êtes quand même des mordus, quoi. Ouais, non, on est parce qu'il y a un moment là. On avait du temps à perdre. Parce que vous passez la journée à bosser, puis vous dites si on se lançait dans un projet d'1 an et demi sur notre temps libre, quoi. Non, on est un peu des nerds quand même. On dit souvent on est des nerds parce qu'on faisait que ça. Maintenant, ça a un peu changé parce que voilà, il faut un temps pour tout. Puis maintenant, on aime bien aussi passer du temps en dehors du boulot, mais à ce moment-là, on n'avait vraiment pas de vie sociale, quoi. Donc, on passait tout notre temps à l'atelier. Et puis, forcément, on finissait par parler de pièces ou de qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, du coup, on avait commencé à acheter des vieux mouvements sur Internet. On les démontait. On commençait à prendre les mesures et tout ça. Et en fait, quand on s'est rendu compte déjà de la complexité que c'est de reprendre des mesures correctement sur un calibre qui n'existe plus, en fait, on s'est dit, on a les compétences pour fabriquer notre propre mouvement, quoi. Et du coup, on a commencé un petit peu à dessiner, mais c'était vraiment un peu timide, quoi. Et un matin, je suis arrivé à l'atelier et en fait, j'avais une idée de forme de pont un petit peu qui nous faisait rire, qui me faisait un peu rire à essayer de fabriquer et puis à se dire, est-ce qu'on dessine pas une montre simple et on met ce pont un peu en challenge, quoi. Et du coup, on a dessiné toute la montre et ce pont n'avait plus dedans. Et ce pont n'est vraiment plus dedans parce que finalement, ça n'avait pas de sens. Et que, voilà, on a dessiné toute une montre pour intégrer ce pont-là et maintenant, il n'est plus là, puis c'est totalement une autre montre, quoi. Puis en somme... Après ça, on a quand même finalement, on a retrouvé en plus récemment on s'est quand même mis des critères et quand on a commencé à dessiner, et puis en particulier quand Thomas a eu cette idée de pont, ça a un peu lancé le truc quand même et de se dire maintenant on concrétise et puis pendant les pauses et pendant les repas et le soir après à partir de 18h après avoir bossé la journée, qu'est-ce qu'on peut pousser un peu, etc. Telle idée, tel détail, etc. On avance et puis on s'est mis des critères un petit peu de se dire voilà, la montre elle va faire entre 39 et 41 parce qu'on veut que ce soit portable par tout le monde, il y aura tel détail, on veut pas dépasser telle épaisseur, on a envie de telle complication ou pas, donc au final heure minute simple.
bon, on a la capacité de tout faire, du coup, on va tout faire, etc. Et une fois qu'on s'était fixé tous ces critères, c'était juste dessiner. Et puis quand on est deux, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui a une idée, et puis il la présente à l'autre finalement. Et puis c'est voilà, ton idée, je la trouve chouette, mais en fait, moi, je ferais tel détail dessus qui changerait un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous entoure, quel détail, quel événement extérieur à l'horlogerie on aimerait mettre dans une montre, etc. Puis de fil en aiguille, on avance, on dessine. Et tout ça, ça a donné au bout d'un an une première version du projet qui rétrospectivement était un peu fade. Et puis on l'a encore fait évoluer. On avait la chance en fait d'avoir l'activité la journée de sous-traitant qui nous faisait vivre et nous permettait d'avoir une liberté créative parce que on n'avait pas de contraintes. C'était pas dans 6 mois il faut qu'on ait fini parce que dans 6 mois il faut qu'on livre ou etc. C'était en fait peu importe quand ce sera fini si ça finit un jour quoi. Finalement, vous êtes allé très vite en prenant votre temps. C'est ça qu'on peut. Non, mais c'est ce qu'on peut dire quoi. Ouais, je pense. Ouais. En fait, on vivait très simplement. On n'avait pas. Enfin là, on avait encore nos appartements. Enfin, moi, j'étais en études chez mes parents, mais après j'ai pu déménager dans un appartement assez petit. Alexis était toujours dans son premier appart d'étudiant. Donc finalement, on vivait tellement simplement qu'on n'avait pas besoin de grand chose pour vivre. Ce qui nous permettait de toujours avoir un fil conducteur de sous-traitance. Nous permettait de payer nos loyers, tout quoi. Et à côté de ça, consacrer quand même pas mal de temps à design, conception, test. Des fois, on avait une idée. Alexis faisait le programme à la scène, donc on a une petite scène. Il faisait la pièce, j'essayais de la décorer. Bon, maintenant, ça va pas, on la met à la poubelle, cette pièce, on fait une autre forme, quoi. En fait, créativement, c'était ultra intéressant de se dire que juste, on n'a aucune pression, quoi. Et vous avez vraiment créé à deux ou est-ce que vous vous êtes répartis les tâches ? Non, vraiment à deux. Ouais. Après, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du projet, Alexis était plus fort dans la technique pure, parce qu'il a un esprit peut-être plus cartésien, et moi peut-être un peu plus artistique, où finalement, alors les deux on a les mêmes compétences, et les deux on fait la même chose sur l'ordinateur, mais finalement, peut-être que sur tout le design, j'ai peut-être plus facilement trouvé la forme de pont qui allait bien, puis Alexis les solutions techniques, quand moi je rencontrais un souci dans la technique, quoi. Parce que c'est un mouvement from scratch. Vous êtes. Oui, on a récupéré un ressort de catalogue pour avoir un ressort de barillet, on a tout dessiné le reste, toutes les vis, tout. Et vous fabriquez tout sur la montre, j'imagine pas le balancier. Si, le balancier on fabrique pas le boîtier de la montre, Ouais. boîte, bracelet, boucle, Oui, ok. et les vis et goupilles, on a décidé que c'était pas nécessaire à nos yeux de les fabriquer en interne main parce que ça nous allait prendre beaucoup trop de temps. On a fait un peu une concession de se dire qu'est-ce qu'on a envie de fabriquer, qu'est-ce qui nous challenge aussi un petit peu en fabrication, en décoration, et qu'est-ce qui fait pas de sens et qui rajoute quelque part du prix à la montre aussi pour rien. Par exemple, l'encre, on s'est heurté à un moment donné à se dire on arrivait un peu à la fin de la conception, on s'est dit soit on la redessine, on va rien apporter quelque part à notre conception en faisant nous-mêmes notre encre, et en même temps on va peut-être sûrement augmenter le prix de la montre à cause de ça. Et en fait, on a fait une concession, on s'est dit par exemple, on fabrique notre trou d'échappement, on fabrique pas notre encre. Ok. Voilà. Le but, et puis c'est vraiment la démarche qu'on a et qu'on continue et qu'on a vraiment envie d'avoir à l'avenir, c'est qu'en interne, on peut foncièrement tout faire, mais parfois ça impose des contraintes techniques, esthétiques ou de coûts, parce que par rapport au temps que ça prend. On pourrait faire des boîtiers, mais les boîtiers seraient pas très jolis et pas forcément super bien faits, pas aussi bien faits que si on les faisait faire ailleurs. Donc on dessine des boîtiers qui nous plaisent et on les fait faire par des gens qui les font mieux. Et c'est pareil pour les composants à l'intérieur du mouvement. Pour l'instant, on trouve un compromis où on peut faire une grande majorité. Après, si à l'avenir on dessine des formes de pont qu'on n'a pas la capacité de fabriquer nous, mais qui nous plaisent, le but c'est pas de se fermer des portes de design parce qu'on n'a pas les compétences ou les machines pour les faire en interne, quoi. Ok, aujourd'hui vous faites plus que ça ou il y a toujours un peu de sous-traitance quand même pour. C'est dur de dire non à des clients qui nous ont fait vivre quand même des fois pendant 2 ans, mais on leur explique qu'on arrête gentiment et que en fait, le but c'est peut-être un jour de refaire grossir cette partie sous-traitance et de pouvoir parce qu'on se rend compte qu'on a un vrai savoir-faire là-dedans et qu'en fait ça rend service à des marques d'avoir des gens qui sont capables de sortir un axe de balancier en 24 heures entre la commande et la livraison. Mais à l'heure actuelle, on est 2, on a engagé quelqu'un qui a commencé il y a 3 semaines avec nous maintenant. Ok. Mais en fait, on n'a pas le temps de tout faire, quoi. À l'heure actuelle, là, sur la montre, on a vraiment tout fait sur les prototypes. On a tout fait. On a même fait notre site internet pour te dire à quel point, genre, vraiment, on s'est dit, à un moment donné, d'appeler quelqu'un pour faire un site internet et de passer 4 heures au téléphone pour lui expliquer ce qu'on veut. Ouais. On partait pour New York, on s'est mis à l'aéroport. Pendant 4 heures, on s'est mis en attendant l'avion, on a fait le site internet nous-mêmes, quoi. Et ça, c'est trop cool. C'est parce que dans le début d'une marque, ça permet de se rendre compte de ce qu'il faut faire, des critères de qualité, de l'ADN aussi de la marque quelque part qu'on veut donner. Après, sur du long terme, c'est pas forcément viable. On n'est pas bon. En tout cas, je pense que si on veut tout faire, on sera pas bon dans notre domaine, quoi. Nous, on voit vraiment très intéressant l'aspect de se dire on touche à tout maintenant.
Et puis à terme, quand on aura plus d'expérience, plus de moyens ou plus d'envie de déléguer ou de trouver du monde, des gens à droite à gauche pour faire un site internet, pour fabriquer tel détail de pièces que nous on sait pas faire, etc. Bah, on trouvera du monde, mais c'est aussi chouette de toucher à tout pour comprendre ce que ça implique, savoir ce qu'on veut aussi en détail et de se dire bon voilà, bon bah nous on avait fait ça, c'était pas au top, mais on sait que sur ce qu'on avait fait nous, bah, c'est aller droit au but, ça nous a pris 4 heures. Bon ben voilà, on voudrait un peu mieux, mais ça pourra pas prendre plus que 8, donc ça coûtera pas. Enfin, faut toucher à tous les aspects, ça permet de les comprendre et par la suite, quand on va avoir des gens qui sont spécialisés et qui font ça beaucoup mieux que nous, bah, de comprendre aussi un peu comment est-ce qu'ils font les choses et puis ouais, mieux bosser ensemble avec des gens qui sont spécialisés quand on fera faire certaines parties. La montre, elle est terminée depuis quand? Depuis début septembre. Depuis début septembre. Et elle est déjà vendue? Comment vous avez fait? Souscription, pas souscription, collectionneur? Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, parce que on est des geeks dans notre garage. Mais au bout d'un moment, il faut s'ouvrir un peu pour aller chercher les collectionneurs. Bon, j'imagine qu'ils étaient plutôt plus nombreux à sonner à la porte qu'il a fallu aller en chercher. Mais quand même, comment vous avez fait? On a eu la chance avec le concours jaune, du coup gagné en avril 2024. Et en fait, ça nous a apporté beaucoup de visibilité, beaucoup de visibilité. Alors tout le monde voulait ma montre école, sans aucun doute. Mais nous, on a essayé de leur expliquer, de leur dire, bon bah nous, on va pas faire cette montre-là, on va en faire une mieux. Ok. Parce qu'ils voulaient que tu déclines la montre école. Exactement. Voilà. Ok. Parce que On veut celle qu'on a vue en photo. il y a le tampon au jaune prix, quoi. dessus, Ok. il y a tout ce qu'il y a, enfin l'histoire autour de la montre qui a gagné un concours quelque part et tout ça. Donc ils voulaient cette montre-là. Et sauf que nous, ça faisait pas forcément de sens parce qu'on se disait, ça c'est ma montre, c'est ma création. Maintenant on est deux, on veut faire quelque chose ensemble. On veut une nouvelle ADN. C'est pas l'ADN qu'on veut fixer à la marque, cette montre-là. Et du coup on s'est dit bon bah non, on va continuer dans notre lancée, on va faire notre produit, on va le proposer aux clients. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, on continuera la sous-traitance, on fera des pièces pour les autres, on sera quand même à notre compte, ça sera déjà une super réussite, quoi. Ouais, vous n'aviez pas de pression, quoi. Pas de pression, on s'est dit juste, on se motive, on va à fond dans notre idée. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ben, c'est comme ça, on aura essayé. Puis voilà. Et ça a plu? Oui, bah, j'espère, je pense. Et puis surtout, c'était un vrai plus parce que ça nous a contraint à se dire faut qu'on fasse mieux, quoi, ou qu'on fasse au moins aussi bien. Que les gens. Faut pas décevoir les gens. Voilà, que les gens continuent pas à demander, ils veulent la montre du concours, la montre de Thomas, c'est l'aîné, etc. Et qu'on puisse présenter quelque chose qui plaît plus ou que les gens se sentent pas lésés de pas avoir eu voilà, de pas. Et du coup, c'était un vrai challenge aussi de se dire, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une première version qui finalement était moins bien que la montre de Thomas et les gens étaient là, bon bah non, en fait, on n'en veut pas, quoi. Et à côté, il y a celle du concours, on la présente à une ou deux personnes avec qui on avait eu contact avant d'annoncer quoi que ce soit et ils nous ont dit bon bah finalement quelque part la montre de Thomas il y a un côté waouh qu'on ne retrouvait pas du tout dans la première version du projet. Bon bah améliorer ça, il y a quelque chose à creuser, mais il faut que vous creusiez parce que là actuellement justement, et c'était un vrai challenge et c'était chouette aussi d'avoir quelque part un concurrent en interne, quoi. Enfin, c'était notre meilleur atout et en même temps notre plus gros concurrent, quoi. C'était de dire les gens savent que Thomas était capable de la faire, donc on y arriverait, donc on pourrait la refaire, mais il faut qu'on fasse mieux pour que les gens, enfin, pour que les clients et collectionneurs soient pas lésés d'avoir un autre produit que celui-là. Et alors du coup, vous avez présenté une deuxième version et vous avez trouvé tout de suite 6 clients? Plus ou moins, on a fait très peu de démarchage. C'est Ok. beaucoup des gens avec qui on était déjà en contact Ok. grâce au concours ou sur du long terme. Et on a trouvé 6 premiers clients en souscription. En fait, Ok. pourquoi 6 ? C'était parce qu'on s'est dit, en fait, avant d'entamer la démarche de les vendre, on s'est dit combien de montres on peut faire pour les livrer en avril prochain. Enfin, du coup, d'avril dans 2 ans. Donc, avril 2026. Ok, vous avez 2 ans, c'était le délai que vous étiez fixé. C'est ça, on s'est dit, bon, bah, maintenant, nous, on n'a pas envie de faire ça durer sur tant d'années. On a envie de dire, bon, bah, maintenant, si on reste que 2, combien de montres on pourrait livrer à ce moment-là ? On s'est dit 6. 6, ça permet de les livrer toutes en même temps. Et en même temps, c'était un chiffre qui nous permettait de rationaliser les coûts des choses qu'on ne fait pas en interne. Donc, les boîtiers, les vis et tout le tralala. Et on s'est dit aussi, bah, avec ce nombre-là, si on n'en vendait pas plus que 6, ça nous permettait de quelque part d'arrêter et puis de ne pas avoir perdu trop d'argent. Ouais. On n'en aurait pas gagné, c'est sûr, mais on n'aurait pas trop perdu. Et on s'est dit, bon, bah, on en fait 6 souscriptions, on les a présentées, on les a vendues du coup sur Rendu, donc avec 6 clients qui nous ont fait confiance. Sur rendu, c'est-à-dire sur un 3D, quoi. Sur un 3D, sur une image numérique, qu'on a fait nous-mêmes aussi, une fois de plus. Bon, voilà, des fois, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que je pense qu'on s'est grillé peut-être quelques ventes en faisant des rendus un peu moins bien que ce qu'on aurait pu faire et qui n'étaient pas forcément représentatifs de la montre en vrai. Ok. Mais on a quand même trouvé 6 personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis, qui nous ont permis d'améliorer aussi beaucoup de parties de la montre esthétiquement. On a un groupe avec eux où on échange, on leur demande ce qu'ils en pensent, ils nous font un retour, parce que finalement, c'est ultra important d'avoir aussi la vision de une ou plusieurs personnes qui les achètent les montres. Parce que nous, on les fait, on voit les détails de geek un peu, parce qu'on est dans notre cave, on fait nos trucs
en tant qu'horloger. Mais finalement, on n'est pas la clientèle. On pourra peut-être jamais s'acheter une de nos montres. Mhm. Donc finalement, c'est ultra important aussi de prendre contact, ou en tout cas de prendre les remarques de quelqu'un qui pourrait acheter ou qui va acheter son produit, quoi. Donc vous avez fait un peu la même démarche que Simon, à savoir d'intégrer les premiers, en tout cas souscripteurs, au processus de création. Ouais. J'imagine pas, ils n'ont pas pu remodeler de A à Z, mais ils avaient leur mot à dire. Exactement. Quand on avait des fois, il y a des détails, on n'avait pas forcément un avis. Les deux possibilités qu'on trouvait très bien, mais on n'avait pas forcément un avis. On envoie dans le groupe, on leur demande, on prend les avis, que ça soit sur plein de choses. Et en fait, ça nous a vraiment permis d'améliorer le produit. Et en fait, pour remercier alors du coup, on fait 6 montres en souscription, puis 14 en titane, celle qu'on a annoncée en octobre 2025. Mhm. Et en fait, ce qui fait 20 montres au total. Mais donc les 6 premières sont sont en platine. En platine, c'est ça. En fait, les 20 montres sont au même prix, mais les 6 premières sont en platine et celles d'après sont en titane, avec une petite variation dans le mouvement, mais globalement, c'est la même construction. En fait, ça permet de vraiment remercier les personnes qui nous ont fait confiance en nous achetant une montre sur rendu. Et ben nous, quelque part, on leur faisait une montre plus haut de gamme, Mhm. au même prix que celle-là. Après, alors, plus haut de gamme, je ne sais pas si c'est le meilleur Qui a meilleure plus chose. de valeur en matériaux, on va dire. Exactement. Quoi. Mais ouais, d'accord, oui, parce qu'il y a normalement, il y a l'autre aspect, c'est de dire on fait moins cher aux souscripteurs et après il y a le prix marché. Vous avez décidé de faire le même prix, mais avec un produit un peu plus cher, Exactement. où vous avez moins de revenus sur le premier, quoi. On a beaucoup réfléchi à ça, mais ça nous plaisait bien l'idée de se dire ouais, on a une montre et c'est assez simple, il y a une gamme, il y en a 20. Et on aime beaucoup l'idée de 20 parce que c'est quelque chose qu'on aimerait continuer par la suite et avoir une quantité assez faible qui nous permet de rationaliser les coûts et en même temps avoir une liberté créative, pas s'enfermer sur un projet à faire la même chose pendant 5 ans. Et du coup, le chiffre de 20 au total nous plaisait bien une fois qu'on avait décidé 6, que c'était acté, puis qu'on pouvait passer évoluer à peine tout ça. Mais du coup, voilà, l'idée c'était aussi que ça nous permettait d'avoir une sous-version pour les 6 premières qui est en platine avec 2-3 finitions qui sont différentes, mais la montre au premier coup d'œil est la même. Mais alors, le projet c'était d'en faire 6 en 2 ans, et là vous allez en faire 20, pardon, mais du coup ça va prendre combien de temps? Non, il y avait la conception et le design avec. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. C'est Mais pas si. Ok. Notre objectif, c'est de faire 10 pièces par an. Ok. Et à l'heure actuelle, on est en train de faire grossir un petit peu l'équipe. Et le but, c'est de faire 10 pièces par an pour pouvoir faire, entre guillemets, une série en 2 ans et pouvoir enchaîner directement sur un deuxième produit Ah, en cours de chemin. Et ce qui permet, en fait, étant donné qu'on fabrique quasiment tout en interne, on a beaucoup de liberté, on n'a pas besoin de rationaliser les coûts, on n'a pas besoin de commander minimum 100 pièces Mhm. chez un usineur. Donc, en fait, ça nous permet de vraiment vite bouger de projet à projet. Et comme en plus de ça, pour l'instant, on a les compétences aussi de faire un peu l'ingénierie derrière nos pièces, en fait, ça permet vraiment d'avancer très rapidement, quoi. parce que les 20 ont trouvé preneur. Hein. Oui. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi la suivante? Ah. Ça, Une complication? probablement. Après, ça, c'est encore. On en discute encore, mais l'idée, il y a quelque chose qu'on a beaucoup aimé, qu'on a vraiment tenu à ajouter, c'était d'avoir de la couleur. Et donc, l'idée, c'est de se dire bon, voilà, chaque montre aura une couleur différente. Une touche de couleur, le but, c'est pas de faire une montre full violette ou quoi que ce soit, mais juste d'avoir une touche de couleur comme on a sur la première. Et après, pourquoi pas rajouter une complication, changer l'architecture. Toujours garder la même base d'ADN général, mais envisager des variantes et faire des essais. Et bon, ça, on travaille dessus. Et puis ça, voilà. Mais ça, c'est pas facile pour un indépendant de garder sa patte, qu'on reconnaisse que c'est une Aubert et Ramel, mais en même temps de la faire évoluer, si Ouais. ce n'est en changeant juste les matériaux, parce qu'il y en a qui font ça, qui changent les matériaux, puis qui déclinent. Vous voulez rajouter une complication Finalement, c'est ce qu'on a vu et c'était aussi le choix de dire on fait pas la montre de Thomas en premier. Et puis finalement, on se heurte quand même à la même problématique. C'est la plus compliquée, c'est la deuxième finalement. C'est de se dire continue l'ADN tout en faisant un produit différent parce que forcément, c'est voilà, refaire la même en changeant la couleur du boîtier. Ce serait pas vraiment faire une nouvelle montre pour nous. Et du coup, justement, cet aspect-là, c'est le plus compliqué. Et c'est ça qui prend du temps de se dire comment est-ce qu'on va faire de la nouveauté sans décevoir ceux qui ont envie de voir juste une évolution de la première. Enfin voilà. Et ça, c'est juste du temps et puis dessiner des idées. Et puis c'est des échanges, j'imagine, des Oui. navettes Oui. entre vous. Oui. On arrive vers la fin de l'émission. Alors, je vais vous poser tout de suite la question qui fâche. Est-ce que vous voulez vous lancer en solo? Ah non, vraiment pas. Dans tous les groupes de musique, il y a un moment où il y en a un, il dit moi c'est moi le leader, c'est grâce à moi, donc je vais y aller tout seul. Le moment n'est pas encore arrivé, Ouais. je crois. Non, mais il y a pas. Vous n'êtes pas finalement bridés l'un ou l'autre dans la créativité pour dire puisque tu veux pas qu'on le fasse, et ben je le ferai tout seul. C'est vraiment notre plus grosse force, je pense, d'être à deux. Ouais. Parce qu'on lui donne souvent cet exemple, c'est que finalement, quand il y en a un qui a une idée différente de l'autre, il va devoir l'argumenter Mhm. et la présenter à l'autre. Mhm. Et finalement, quand il trouve les bons arguments, il va convaincre l'autre. Puis des fois il se dégonfle au milieu, il se dit Et des fois, il se dégonfle, il dit, c'était pas une finalement, bonne idée. c'était une idée de merde. Ouais, bah ouais. Du Non, coup, en mais- fait, c'est vraiment notre plus grande force et on se rend compte que déjà rien que se dispatcher le travail à deux, et là en plus on aimerait bien grossir un petit peu, mais
déjà rien de se dispatcher le travail à deux, c'est tellement du bonheur, quoi, parce que en fait, on est meilleur chacun dans notre domaine quand on se concentre à fond dans ce qu'on fait, quoi. À l'heure actuelle, Alexis, par exemple, moi, je sais pas du tout programmer notre petite commande numérique. Alexis, il sait tout faire dessus. Et à l'inverse, il a encore décoré aucune pièce de nos montres, alors que c'est moi qui fais quasiment toute la déco. Et en fait, on est ultra complémentaires et c'est trop une force. Et finalement, je pense que non, on n'a pas forcément envie de se lancer en solo parce qu'on verrait toutes les contraintes que ça serait de travailler juste beaucoup plus pour peut-être le résultat en moins bien, quoi. En plus, en ayant vraiment le même background, ça permet d'avoir un œil extérieur qui comprend tout ce qu'on fait. Enfin, moi, j'ai eu décoré quelques pièces, mais beaucoup moins de Thomas maintenant. Du coup, je vois quand même ce que c'est de décorer. Il peut me demander mon avis et je saurais dire si je trouve que la qualité est suffisante ou pas, etc. Et en parallèle de ça, je sais que je décore quand même pas les pièces parce que si je m'y mets, je le ferai beaucoup moins bien que lui. Mais c'est vraiment, c'est une grande chance. Puis même se déléguer au quotidien, séparer les tâches quand même, savoir qui gère quelle relation, quel client, quel fournisseur. Ça simplifie quand même beaucoup le travail. Alors, Sylvain Berneron me disait qu'il avait monté une première entreprise avec son frère de design et qu'il a fait l'erreur de se mettre à 50-50 avec son frère. Et que c'est son père qui devait des fois les départager. Ils appelaient leur père adulte pour dire « Dis donc, c'est qui a raison ?» Vous avez fait comment? Vous avez fait à 50-50 ou 51-49 50-50. Ouais, on nous a dit aussi une fois, il faut mieux 51-49, mais bon, alors peut-être que c'est un mauvais choix, mais pour l'instant, on est vraiment content de ça et c'est quelque chose qu'on veut garder. C'est une vraie chance. Alors c'est sûr que à la fin, s'il y en a un qui fait, si nos chemins se font différemment, ça scindra peut-être l'entreprise, mais on a aussi beaucoup discuté. On s'est déjà dit, un jour peut-être qu'on arrêtera, puis il faudra que ça se fasse d'un commun accord et de façon intelligente, mais peut-être qu'on arrêtera. Le but c'est d'évoluer ensemble parce que c'est une vraie force et c'est un plaisir au quotidien de travailler ensemble. Et puis un jour peut-être qu'on aura ce qu'on se dit souvent, c'est que ce sera sûrement les vies perso qui influeront ça plutôt que le travail. Enfin c'est ce qu'on souhaite surtout, mais Ouais, puis après rien n'empêche que l'un rachète les parts de l'autre. Il y en a un qui va arrêter et puis voilà, puis continue. un jour il y aura Aubert et Ramel et puis ce sera qu'un des deux à la tête, mais Ça arrive, hein. Il y a encore des Astérix qui sortaient alors qu'il y en avait un qui était plus là, donc bon, c'est pas ce que je vous souhaite, hein, mais puisque c'est bientôt la fin, on passe à un petit jeu. Et vu que vous êtes deux, j'en profite, on va faire un jeu qui est le plus. Donc vous allez devoir répondre, voilà. Lequel des deux est le plus grand? c'est toi, je crois. C'est moi, hein. Voilà. Alors faut pas dire c'est moi ou c'est moi parce que pour l'audio c'est pas terrible. Faut dire le prénom, d'accord? Alors, on va faire la même chose avec l'horlogerie hein, parce que votre taille, on s'en fiche un peu. Vous êtes tous les deux plus grands que moi, voilà. Alors, lequel des deux est le plus créatif? Ouais, ça, franchement, je sais pas. Ça dépend sur quel point. Ouais, voilà. Ok, c'est une réponse, je prends tout, il n'y a pas de souci. Lequel des deux est le plus pointu en technique? Alexis. Lequel des deux a fait le plus de concessions pendant la conception de la montre? Alexis, on n'a pas mis les vis sur le côté. non, pas fait de concession. Lequel des deux a la plus grande collection de montres perso? Thomas. Ok, il a dit qu'il avait un coffre déjà. Donc, lequel des deux a la plus grande collection, je viens de le dire. Lequel des deux est le plus dépensier? C'est moi. En montre? Non, mais de manière générale. Ouais, peut-être. Auquel des deux on doit dire allez, on arrête de rigoler, faut aller bosser? Je pense les deux. Hein. Ouais, les deux, c'est pareil. Il paraît qu'il y a tout le temps de la musique. Ouais. Oui. Et puis un baby-foot maintenant surtout. Ouais. Alors, lequel des deux est le meilleur au baby-foot? Alexis. Lequel des deux a dit à l'autre on va déjà faire celle-ci avant de réfléchir à la suivante? Une semaine sur deux. ça alterne. Ok. Lequel des deux choisit la musique au boulot? C'est les stagiaires. Ah ouais. Et j'allais dire lequel des deux va garder un prototype, mais j'ai vu que vous en aviez chacun un. Vous pouvez en parler 2 secondes. Vous avez chacun une montre que vous avez gardée, mais c'est pas la même. C'est ça. Moi, en fait, j'ai le prototype de la souscription. Du coup, alors pour l'instant, elle est encore dans la boîte Titane parce qu'on fait les tests avec. Mais donc, j'ai le mouvement de la souscription dans une boîte Titane et puis Alexis a la Titane. En somme, Thomas, il a la numéro 0, puis moi, j'ai le prototype. Ok. Mais Celle-là, c'est pareil. C'est comme le projet de fin d'études. Elles vont rester dans un coffre. Exactement. Elles ne sont pas à vendre. Eh bien, je crois qu'on est à 58 minutes. Alors, on ne l'a pas dit au début, mais si vous êtes là, c'est en partie grâce à Simon Brett, puisque dans le podcast, il y a une rubrique à la fin où je demande aux gens de me conseiller quelqu'un à inviter. Et il a glissé votre nom, parce que vous lui fabriquiez des pièces. Il m'a dit, c'est 2 petits jeunes qui se lancent. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on s'est appelé et qu'on a calé ce rendez-vous. Du coup, maintenant, c'est à votre tour de me recommander quelqu'un. Alors, vous pouvez recommander chacun une personne, si vous voulez, qui serait bien ici pour venir répondre pendant 60 minutes à mes questions et parler d'horlogerie. Une très bonne amie Jonathan, je dirais. Ah ouais, ok. Ouais.
Et moi, je dirais deux personnes qu'on a rencontrées il y a vraiment pas longtemps qui sont très, Ah oui. très, on va dire, qui ont une approche d'horlogerie vraiment très différente de beaucoup de gens dans le milieu. Mais je pense que c'est l'atelier Bernard. Donc, c'est deux personnes qui s'appellent Bernard, Ok. qui ont lancé leur atelier, qui font des montres vraiment, vraiment, pour le coup, 100% traditionnelles. Ok. Et Deux Belges qui font de l'horlogerie. deux Belges qui font de l'horlogerie en Suisse. C'est vraiment un peu, vraiment, ils ont une vision très, très différente de beaucoup de gens dans le milieu. Et je pense que ça peut être intéressant pour le contraste avec pas mal de gens que tu reçois. Et ils sont où? Ils sont Ils sont à Fleurier. Ok. Donc, ils ont vu sur l'atelier de Carrie, qui doit, Ok. les presser d'en haut. Ok. Et ils font tout à la main dans leur appartement. Et Ah ouais. c'est assez, ouais, c'est vraiment, vraiment en marge de ce qui se fait un petit peu traditionnellement dans l'horlogerie indépendante maintenant. Trop bien. Et je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Eh ben, merci pour les recommandations. J'étais déjà en contact, mais Atelier Bernard, je connaissais pas. Écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, de vous parler de votre pièce, de votre prochaine sortie, de quelque chose comme ça? Non. Merci pour l'invitation, c'était Ouais. bien chouette. Merci. C'était un régal de discuter avec vous. Vous êtes passionné et passionnant. J'invite tout le monde à aller vous suivre sur les réseaux, aller voir la pièce. Bon, je la mettrai en incruste, hein, parce qu'ils l'ont ramenée, alors je vais la filmer un peu pour vous la montrer. 60 minutes montre en main, c'est terminé. On se retrouve le premier lundi de chaque mois. En attendant, je poste les mardis, jeudis et samedis sur Instagram. Prenez soin de vous. Allez me suivre, allez les suivre. Et merci beaucoup tous les deux. Bonne journée. Merci.